Je précise d'emblée que c'est un objet d'intérêt, sinon de recherche, récent pour moi. Euh, la bande-annonce littéraire, je suis tombée dessus en quelque sorte en travaillant sur les stratégies commerciales autour de la littérature de jeunesse, dans le cadre d'un cours tout simplement. Et j'ai trouvé que c'était un objet très intéressant. Euh, je ne connaissais pas l'univers des bandes annonces littéraires. Elles existent évidemment. On considère généralement qu'elles sont nées, qu'elles apparaissent aux États-Unis au début des années 2000, d'une initiative octoriale d'ailleurs, et non pas éditoriale. Et ce mode de communication et de promotion du livre s'est développé outre-Atlantique depuis lors dans divers domaines, hein, pas seulement celui de la fiction, mais aussi celui des livres universitaires. Mais bien entendu, dans la littérature de jeunesse, il a pris une ampleur peut-être plus grande qu'ailleurs. En tout cas, dans ce secteur jeunesse, peut-être plus précisément dans le secteur pour ados et ce qu'on appelle le young adult, celui qui m'intéressera aujourd'hui, elle est désormais très largement répandue et elle est également répandue chez nous, en France. Alors la première que j'ai repérée, c'est peut-être pas la première dans le temps, mais c'est la première qui a fait parler d'elle, c'est celle de Je reviens de mourir d'Antoine Doyle, dans la collection Exprime en 2008. Et bien entendu, aujourd'hui, elle n'est pas un objet publicitaire incontournable, mais enfin, on s'attend à en trouver dans ce secteur jeunesse. Je précise qu'en France, il me semble que la bande-annonce reste peu utilisée dans le secteur adulte, et quand elle est utilisée, c'est plutôt pour des romans à fort tirage, ce qui traduit, me semble-t-il, à la fois une réalité économique. La bande-annonce reste chère à produire. Il faut donc un livre capable de supporter par des ventes importantes cet investissement, mais traduit aussi, me semble-t-il, une position symbolique. Chez certains éditeurs, il semble qu'il y ait un conflit entre l'idée de valeur littéraire et l'objet ouvertement promotionnel qu'est la bande-annonce. En revanche, dans le secteur jeunesse, on a un petit peu moins ce genre de prévention. C'est devenu un élément de communication important qui porte une tension forte pour un public familier ou supposé familier des pratiques culturelles transmédiatiques, habitué à voir se déployer ses univers de prédilection sur plusieurs supports, à travers plusieurs médias, mais aussi habitué à partager autour de ces contenus sur des modes de plus en plus participatifs. La bande-annonce peut sembler être un support de communication évident. D'ailleurs, on le verra, les lecteurs produisent et diffusent eux-mêmes des bandes-annonces. Pourtant, on est dans une perspective un petit peu particulière, une perspective transmédiatique qui diffère, par exemple, de ce dont il vient d'être question. Il ne s'agit pas du déploiement d'un imaginaire parmi différents médias. Enfin, la bande-annonce n'est pas tout à fait un objet en soi. Elle est dans une position de dépendance par rapport au livre, qui n'a rien à voir, par exemple, avec le domaine des adaptations. Mais surtout, il ne va pas de soi, a priori, de communiquer autour d'un texte littéraire par des éléments audiovisuels. Se pose la question de la relation de la bande-annonce à l'objet qu'elle représente. Je vais essayer d'en reparler. Donc, je vais essayer d'examiner ce rapport en interrogeant la bande-annonce en tant qu'objet transmédiatique, malgré tout, qui relève à la fois d'un paradoxe, représenter un texte par de l'audiovisuel pour susciter un désir de consommation de texte, et d'une pratique participative que je vais analyser à travers un petit corpus de bandes-annonces amateurs. Alors, j'ai retenu un corpus qui a deux facettes, 32 bandes-annonces d'éditeurs que je vais présenter dans un instant, et 16 bandes-annonces amateurs qui valent un petit peu pour cas. Ce sont 16 bandes-annonces amateurs de Hunger Games de Suzanne Collins. Alors, dans une première partie, je vais caractériser les bandes-annonces, justement en distinguant bandes-annonces éditoriales et bandes-annonces amateurs. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Comment les éditeurs et
en l'occurrence les éditeurs français, abordent-ils cet objet de promotion? Est-ce que les amateurs leur emboîtent le pas purement et simplement? J'essaierai d'esquisser quelques pistes. Après, j'interrogerai le rapport de ces produits audiovisuels à l'objet textuel dont ils dépendent, là aussi en distinguant, quand ce sera nécessaire, bande-annonce éditoriale et bande-annonce amateur. Alors, pour caractériser ces bandes-annonces, évidemment, la bande-annonce littéraire est très modelée par la bande-annonce cinématographique. Je précise d'emblée que j'emploie le terme de bande-annonce parce que c'est celui qui, avec le terme anglo-saxon de trailer, est le plus fréquemment utilisé à la fois par les lecteurs et par les éditeurs. Mais je l'entends au sens que Sylvie Perrineau, par exemple, donne au terme de film-annonce, c'est-à-dire une production audio. Alors elle parle du cinéma, je précise. C'est-à-dire une production audiovisuelle non autonome, engagée dans un rapport étroit et indissoluble au film, donc pour nous un roman, qu'il présente et représente. C'est une forme programmatique, transitoire, normalement, partiellement indépendante, même s'il est dans un rapport de non-autonomie indépendante de son objet. C'est un discours d'escorte qui fait des propositions et des promesses dans le but de susciter un désir de consommation. Alors, pour Sylvie Perrineau, du coup, le terme de film-annonce englobe tous les formats, de bande-annonce à teaser, en passant par spot, etc. Donc, quand je dirais bande-annonce, voilà, ce sera au sens de film-annonce chez elle. La bande-annonce littéraire, c'est donc un produit audiovisuel de format court, même si les formats peuvent varier, diffusé par les éditeurs en position de précession par rapport au roman, visant à le présenter, à le promouvoir et à le commenter. Et comme le film-annonce de cinéma, il se compose la plupart du temps d'un montage d'images et de sons dans un rapport diégétique avec le livre, associé à des commentaires écrits ou dits, et généralement clos par le packshot chez les éditeurs, avec une image de la couverture et différentes informations. La plupart du temps, c'est la date de sortie du livre, mais ça peut être une caractérisation de l'auteur ou de la série, voire le renvoi à différents sites de collection, d'éditeurs, d'auteurs. Vous en avez quelques exemples ici. Alors, ces 32 bandes annonces que j'ai retenues, je le précise tout de suite, elles ne forment pas un corpus représentatif. Je n'ai pas encore trouvé le moyen d'avoir un corpus représentatif. J'ai essayé de couvrir un petit peu le spectre des principales collections. Donc, il y a 14 maisons d'édition ou collections différentes, avec une légère surreprésentation de pocket jeunesse, je le dis tout de suite. Mais cette collection semble être très friande de l'objet bande-annonce, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans mon corpus. Je couvre la période qui va de 2008 à 2014, et il y a donc 78% de romans traduits de l'anglais, avec une très très forte dominante anglais des États-Unis, et donc 22% de romans français. Alors j'ai essayé aussi de couvrir les genres très représentés dans le secteur jeunesse. J'avoue ne pas y être parvenue tout à fait. Je m'en suis rendu compte un peu tard. Par exemple, vous voyez, la Beatlist n'y est pas. C'est complètement incongru, mais elle n'y est pas. Et puis, il y a une surreprésentation de la dystopie, évidemment, qui est un genre très représenté dans le secteur ces dernières années. Alors évidemment, les romans, je les ai parfois rattachés à plusieurs genres. Je pense par exemple à La Sélection de Kirakas, qui est une dystopie, mais qui est aussi perçue par les lecteurs, en tout cas les lectrices, comme de la romance, et que du coup j'ai rattaché à ces deux genres. Même chose pour La Malédiction du tigre de Colin Hooke, qui relève de plusieurs tendances génériques et qui hybride différents genres. Sur les modes de diffusion, majoritairement, ces bandes annonces éditoriales sont diffusées sur le site de l'éditeur et ou de la collection, mais aussi sur des plateformes de partage de vidéos, essentiellement YouTube, mais ça peut être Dailymotion,
J'ai retenu dans ce cas la source éditoriale, c'est-à-dire la chaîne, hein, le canal de YouTube pour l'éditeur. Il peut y avoir dans certains cas des sites dédiés à une série ou à une œuvre, et puis il y a les sites d'auteurs aussi qui sont ici représentés. En France, ce sont les canaux principaux de diffusion. J'ai repéré un ou deux cas où il y a eu une diffusion en salle de cinéma, par exemple, mais c'est vraiment très, très minoritaire. La plupart du temps, la bande-annonce est d'une durée approximative de 1 minute. Donc, je vous ai mis les durées, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est le tableau en bas. Disons qu'entre 1 minute et 1 minute 30, voilà, c'est la majorité des bandes-annonces. Alors, ce qui m'intéressait aussi, c'était de savoir, puisqu'on a 78% de romans traduits de l'anglais, comment les éditeurs français se situaient par rapport aux éventuelles bandes-annonces originales de l'éditeur anglo-saxon. Dans ce cas-là, évidemment, majoritairement, ils reprennent la bande-annonce d'origine, dans 60% des cas. Je précise que dans quelques cas, je ne sais pas. C'est-à-dire, je n'ai pas réussi à retrouver la bande-annonce originale. Donc, voilà, il y a une part d'incertitude. Quand ils la reprennent, il arrive qu'ils la reprennent telle qu'elle, c'est-à-dire en VO brut, avec le packshot de l'éditeur original, ce qui est assez curieux, parce qu'ils mettent ça en ligne sur leur site. La plupart du temps, toutefois, ils ont recours à la VO sous-titrée. Et dans quelques cas, ils proposent ce que je vais appeler un doublage. Il y a un doublage des voix et puis des insertions de texte en français qui se substituent aux panneaux en texte anglais. Ce qui est intéressant dans ce dernier cas, c'est que ça se fait parfois au prix d'adaptation, par exemple de changements de dispositifs énonciatifs, voire de changements de texte. Je pense par exemple à Duel d'Elsie Chapman, une dystopie. La bande-annonce de l'éditeur américain fait intervenir en voix off la jeune narratrice. Pour une raison que je ne connais pas encore, l'éditeur français a choisi de mettre en voix off une sorte de narrateur hétérodiégétique avec quelques changements de texte. Bon. Pour l'instant, je ne vois pas très bien ce que ça change, mais c'est intéressant. J'ai regardé ce qu'il en était des bandes-annonces originales, c'est-à-dire que l'éditeur français produit lui-même, alors même qu'il existe une bande-annonce anglo-saxonne. Très souvent, ce sont des bandes-annonces un peu statiques. Ça peut être aussi des remontages et des redécoupages de la bande-annonce originale. Donc, on remixe. Là aussi, pour des raisons que je ne connais pas encore, il faut que j'interroge les éditeurs à ce sujet, parce qu'on a parfois des coupes de durée, mais parfois non. Donc, c'est une logique qui m'échappe encore, mais qui doit correspondre à des objectifs précis en termes de ciblage, de lectorat, etc. Pour ce qui est des choix techniques, j'ai regardé si on était si proche que ça de la bande-annonce cinématographique, qui est un petit peu le modèle qui semble s'imposer. Et j'ai distingué 5 cas de figure, 5 types de bande-annonce. Ce que j'ai appelé le film de cinéma, c'est-à-dire que la bande-annonce, dans ce cas-là, utilise des images filmées mobiles, parfois en mettant en scène des scènes narratives, pardon pour la répétition, des acteurs qui dialoguent ou des choses un petit peu plus statiques, en tout cas moins incarnées. Deuxième cas de figure, l'animation mobile. On peut être proche du film d'animation, mais parfois on tend quand même vers l'illustration fixe mise en dynamisme, qui donne presque l'illusion de l'animation, mais qui n'en est pas tout à fait. Et puis, un autre cas qui se subdivise en trois sous-cas, le diaporama. Je vais appeler le diaporama. Un diaporama qui est composé d'illustrations, alors pour le coup complètement fixes, avec quelques effets entre les illustrations, mais rien de très dynamique. Un diaporama composé de photographies et le diaporama mixte, qui mélange illustration et photographie. Sans surprise, l'esthétique cinématographique domine. Peut-être parce que dans le corpus que j'ai sélectionné, on s'adresse aux adolescents, et je dirais même aux adolescents,
avec cette espèce de frontière un peu floue vers le lectorat adulte. Les cas que j'ai repérés où l'on a de l'animation sont plutôt pour des œuvres qui s'adressent à de jeunes adolescents. Je pense par exemple à Ava préfère les fantômes de Maïté Bernard, ou justement à La malédiction du tigre, qui s'adresse à un lectorat un peu plus jeune, par exemple, que Hunger Games. C'était toutefois une surprise pour moi. Je m'attendais à ce que, chez les éditeurs français, le domaine de l'animation soit plus présent. Alors, cette dominante cinématographique peut sembler un choix logique, puisque, encore une fois, on voit sans arrêt des bandes annonces pour des films et aussi pour des séries télé. Mais évidemment, ça pose question. Je renvoie à la question que j'évoquais dans l'introduction. Ce rapport problématique de continuité entre le contenu du livre et des images. Au cinéma, il ne pose pas problème. La majeure partie des bandes annonces cinématographiques se compose d'extraits du film, en tout cas d'images tirées du film. Là, comment on fait pour rendre compte du contenu du livre? Je vais en reparler dans un instant. En tout cas, ce rapport d'inclusion, si je puis dire, n'existe pas. Et la continuité diégétique, elle est à construire par les gens qui font la bande-annonce. Enfin, dernier élément pour caractériser ces bandes-annonces éditoriales, j'ai rapporté ces bandes-annonces dans le secteur jeunesse à une typologie qui a été dégagée il y a quelques années par Sophie Pelletier-Ledine, qui a fait un mémoire de master sur les bandes-annonces littéraires. Et elle dégageait 4 grands types de bandes-annonces. Le premier, c'est la bande-annonce qui parle du livre en tant qu'objet, de sa matérialité. Deuxième type, la bande-annonce épitexte, qui interviewe l'auteur, l'éditeur, l'illustrateur, éventuellement même les lecteurs, et qui se rapproche, dit-elle, du film documentaire et peut-être de ce qu'on pourrait appeler le making-of. Ça, j'en ai repéré aux États-Unis par exemple, pour Jonathan Franzen, pour Freedom. Il y avait une bande-annonce comme ça où l'auteur était assez longuement interviewé. Troisième type, la méta-bande-annonce, qui ne parle pas du livre, mais de l'écriture, voire même de la condition d'écrivain. Là aussi, j'ai un exemple anglo-saxon, Gary Steingart, pour Super triste histoire d'amour. C'est une très longue bande-annonce, un peu ludique, où l'auteur est mis en scène sur le mode de l'autodérision. Ces 3 types-là, je ne les ai pas trouvés en littérature de jeunesse. Le seul que j'ai trouvé, c'est le 4e qu'elle dégage, c'est-à-dire la bande-annonce qui parle du contenu du livre, qui est dans un rapport de continuité ou de proximité diégétique avec le roman, et qui pourtant, dit-elle, est le cas le plus délicat pour les éditeurs en termes de communication promotionnelle. Alors, qu'en est-il des bandes-annonces amateurs? Je le dis tout de suite, elles aussi ne correspondent qu'à ce type-là de contenu, d'évocation du contenu du livre. D'une manière générale, il n'y a pas de différence notable de durée, il n'y a pas de différence notable dans le type de bande-annonce, ni même dans les choix techniques qui sont faits. Il y a une espèce de mimétisme qui s'opère. En revanche, 2 choses sont à remarquer à propos de ces bandes-annonces amateurs. Elles voient l'esthétique du film dominée, même lorsqu'elles n'ont recours qu'à des diaporamas qui sont souvent des diaporamas mixtes. Mais le propos est en revanche très homogène. Du moins, dans le cas que j'ai observé, que j'ai étudié, celui d'Hunger Games, d'abord, la plupart concernent le volume 1. Il y en a sur le volume 2 et sur le volume 3, mais pas tant que ça. Et toutes mettent l'accent sur les mêmes éléments du roman, ont la même façon de présenter l'argument narratif, et elles reprennent même les mêmes scènes narratives. Donc les mêmes éléments narratifs, c'est le contexte des districts et la présentation des jeux, la mise en avant, bien sûr, des dangers encourus par l'héroïne ou les héros, avec une valorisation, bien sûr, de ces personnages. Et quand il y a production d'un film original, avec de jeunes acteurs amateurs qui se mettent en scène, ce sont toujours les mêmes moments, c'est-à-dire la sélection
de Katniss et de Pita, avec le volontariat de Katniss, l'interview télévisée au Capitole, les premiers combats, la mort du jeune personnage de Rue et le sauvetage de Pita. Je pars du principe que personne ici n'a échappé à Hunger Games, hein, que donc vous savez tous de quoi je parle. Peu importe, ce sont vraiment les mêmes scènes clés qui sont reprises. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a une grande homogénéité. Je reviendrai sur les sources des images. Deuxième chose à remarquer, une variation dans ce que je vais qualifier, faute de mieux, des usages. Naïvement, et le titre initial de la communication que j'avais proposé en faisait état, je pensais naïvement que ces bandes annonces amateurs étaient le fait des fans, justement, hein, et que l'on avait là une espèce de mode participatif de lecteurs enthousiastes. Sur les bandes annonces que j'ai repérées, en fait, ça concerne 4 bandes annonces, c'est-à-dire 25% de mon minuscule échantillon, bon, sachant que pour certaines, l'usage n'est pas spécifié et que je ne repère pas l'usage possible dans la bande annonce elle-même. Mais en réalité, la plupart sont le résultat d'un usage que je vais qualifier d'éducatif et promotionnel de la bande-annonce, mais pas promotionnel comme ça peut l'être pour un éditeur, mais dans un cadre scolaire ou universitaire, secondaire, supérieur, ou dans le cadre de groupes de lecture qui dépendent de bibliothèques publiques. Sachant que pour autant que je puisse le savoir avec certitude, toutes les bandes annonces amateurs que j'ai repérées sont américaines ou canadiennes anglophones. Donc ça ne supprime pas la dimension participative d'une culture fan qui s'exprime dans ces bandes annonces, parce qu'on peut penser que même dans le cadre d'une bibliothèque publique, les jeunes lecteurs choisissent un roman qu'ils aiment et dont ils ont envie de parler. N'empêche qu'on voit bien qu'il y a une espèce de recadrage institutionnel de cette pratique de la bande-annonce amateur. Alors sans doute aussi parce que ça nécessite quelques moyens. Donc on a ça dans un cadre scolaire, universitaire et dans le cadre des bibliothèques publiques. Alors en tout cas, cette bande-annonce amateur, elle a une différence de taille par rapport à la bande-annonce éditoriale, enfin, que tout le monde imagine, c'est qu'elle est produite en position de postériorité par rapport à la sortie du livre, et non pas en position de précession, évidemment. Mais elle relève d'une pratique interdiscursive et elle se veut aussi un discours d'influence dans un contexte transmédiatique. Parce que quand je parlais du contexte scolaire, universitaire et a fortiori dans le contexte des bibliothèques publiques, il y a toujours la volonté d'amener les autres à lire cette œuvre ou d'amener les autres à lire tout court. Parce que parfois, certaines bandes annonces amateurs se terminent par la mention « venez à la bibliothèque du comté machin », etc. Le livrier. On voit bien que c'est « venez à nous ». Bon. Alors, ça, c'était pour la caractérisation. Elle mériterait bien sûr d'être affinée pour les bandes annonces amateurs. C'est encore une fois, mes 16 bandes annonces, je les ai choisies un petit peu représentatives de la diversité technique. Et du coup, elles ne sont pas représentatives de ce qui se fait sur la masse. Pour le dire simplement et un peu trivialement, sur la masse, ce qui se fait, c'est beaucoup de pauvres diaporamas avec quelques pauvres images et surtout des inserts textuels. Alors, j'en viens à ma deuxième partie. OK. À la bande-annonce littéraire comme objet transmédiatique. Je voudrais revenir tout d'abord sur le caractère paradoxal de cet objet qui, comme je le disais, à partir d'un texte, va proposer des images et du son dans le but de faire consommer du texte. Tous les éditeurs que j'ai entendus s'exprimer à ce sujet disent que c'est une vraie difficulté pour eux, parce qu'il faut à la fois coller à l'univers du livre et ne pas en dire trop. Il faut donner envie de lire, mais il ne faut pas se substituer, disent-ils, à l'imaginaire des lecteurs, et notamment à ce qu'ils construiront autour des personnages. Donc il faut montrer sans imposer, sans trop montrer, et dans les bandes annonces du corpus, il est vrai qu'un certain nombre esquivent la représentation directe du personnage, ou quand il y a une incarnation à l'écran, on ne sait pas très bien qui c'est.
probablement l'héroïne ou le héros, mais qui sait, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Dans certains cas, on ne montre personne. Par exemple, dans la bande-annonce de 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll, on a un diaporama de photographie qui dure plus de 2 minutes, avec une évocation des lieux du sud des États-Unis, la végétation, l'architecture, et énormément de vues de tombes et de cimetières pour suggérer l'atmosphère un petit peu morbide du roman. Mais aucun personnage. D'autres bandes annonces vont estimer ne pas pouvoir se passer de la caractérisation du héros ou de l'héroïne. Donc on peut voir des bouts de personnages, un aperçu de visage, un bout de corps, une silhouette, par exemple, une silhouette de danseuse pour La danse des ombres de Yelena Black, des ombres, des silhouettes très indistinctes, ou bien, par exemple, dans le cas de l'affaire Amanda de Melissa Cantor, on entend d'autres personnages parler de la fameuse Amanda, qui, bien sûr, est prise sous la caractérisation diverse et variée de ses camarades. De fait, l'incarnation des personnages principaux dans les bandes annonces est un vrai risque, y compris dans une stratégie transmédiatique. On peut supposer qu'un certain nombre d'éditeurs misent sur l'adaptation à venir ou les adaptations à venir des romans, et avoir imposé un visage au lecteur, c'est pas seulement se substituer à son imaginaire, c'est prendre le risque d'une bande-annonce très périssable. Je pense par exemple à la bande-annonce du tome 3 de Hunger Games. Elle fait le choix de mettre en scène, face caméra, on peut supposer Katniss, qui s'exprime et qui évoque sa peur, sa détermination, etc. Et c'est vrai que revoir la bande-annonce maintenant nous la fait sembler très obsolète parce que, qu'on le veuille ou non, le visage de Jennifer Lawrence s'est imposé à nous comme à tout lecteur. Et puis, les bandes-annonces d'amateurs, elles vont déplacer le problème. Elles sont en position de postériorité par rapport au roman, parfois même en position de postériorité par rapport aux différentes adaptations cinématographiques ou télévisuelles. Elles relèvent d'une appropriation créative et d'un rapport participatif. Donc peu importe que Katniss n'ait pas du tout la tête de Katniss, de Jennifer Lawrence ou de qui que ce soit, on a une modalité de commentaire et de lecture à travers la bande-annonce. Donc on ne se soucie pas de la conformité de l'incarnation des personnages. Donc on a deux logiques de rapport au texte représentées différentes, dans la bande-annonce éditoriale et dans la bande-annonce amateur, même si le rapport est toujours diégétique. Du côté des éditeurs, c'est plus suggestif, et du côté des amateurs, c'est plus directement narratif. Dernier point que je voudrais évoquer, cet objet transmédiatique, du côté des éditeurs, s'inscrit dans une logique de vente qui a bien compris l'intérêt des images pour susciter, faire naître ou entretenir le désir de consommation. Et la bande-annonce littéraire, du coup, s'inscrit dans une stratégie transmédiatique plus vaste. Par exemple, si on va sur le site de Pocket Jeunesse, on a la mise en ligne des bandes-annonces littéraires, mais aussi des bandes-annonces des films et des séries. Le tout est mêlé. Ce sont les bandes-annonces. Bien sûr, on a aussi d'autres informations. Pour les bandes-annonces amateurs, c'est un petit peu différent. Et là, la logique transmédiatique, elle est plus intéressante, me semble-t-il, parce que ces bandes-annonces sont souvent le résultat d'une esthétique du collage et du montage transmédiatique. Que ces bandes-annonces proposent ou non des images inédites, j'entends par là ces petites scènes tournées par les jeunes comédiens. Il est très rare qu'elles ne comportent pas d'images volées, si je puis dire. Elles sont souvent non créditées d'ailleurs, mais il arrive qu'elles le soient. On se sert beaucoup dans ces bandes-annonces amateurs des sites et des plateformes de partage d'images photographiques. On se sert aussi bien sûr du cinéma. Et alors ce qui est intéressant, c'est que pour Hunger Games, on ne se sert pas seulement des images du film, du premier en l'occurrence Hunger Games, même si on s'en sert, on fait des collages et des montages à partir d'autres images cinématographiques. Je n'ai pas tout reconnu, parce que je n'ai pas tout vu, mais il y a du Tron, il y a du Avatar, et il y a comme ça une espèce de remixage des références cinématographiques
On voit la comédienne de Twilight, qui semble être une espèce de substitut à Jennifer Lawrence pour Katniss Everdeen. Donc on a ce remontage, ce recollage, et ces images sont en elles-mêmes, bien sûr, des relectures de l'œuvre et des propositions par ces jeunes lecteurs. C'est très sensible aussi dans la musique. Les éditeurs, dans les bandes annonces, ont très très souvent recours à ce que je vais qualifier d'illustration musicale. Donc je n'arrive pas à repérer de morceaux, je ne sais pas si ça a été composé pour l'occasion, dans certains cas je sais que oui, mais voilà, c'est une espèce de bruit musical un peu indistinct. Dans les bandes annonces amateurs, les choix sont beaucoup plus affirmés et là aussi beaucoup plus homogènes. Donc on a beaucoup d'emprunts à des bandes originales de films. Alors pour Hunger Games, sur un mode très épique, un grand renfort de musique symphonique, bien tonitruante. Mais on a aussi beaucoup de bandes annonces qui utilisent l'univers rock, métal, et on utilise aussi les musiques de jeux vidéo. J'en ai repéré plusieurs. Donc là aussi, dans les choix musicaux, on a du remixage et on recolle différents médias. Donc, on voit bien, du coup, les différences de logique transmédiatique. Du côté des éditeurs, bon, il y a un intérêt évident pour le transmédiatique, mais ça continue à donner lieu à un objet hybride, qui n'est pas tout à fait la bande-annonce cinématographique et qui n'est pas tout à fait un objet spécifique à l'univers littéraire. Du côté des lecteurs, en revanche, c'est un objet complètement transmédiatique. Vous voyez, à tel point que certaines bandes annonces, je précise bien, de livres, se présentent avec cet avertissement liminaire emprunté au cinéma. Donc, vous voyez aussi les influences variées des lecteurs. Alors, pour conclure, évidemment, c'est un travail très embryonnaire que je vous livre ici. Il me semble qu'il y a des pistes à creuser. Alors, du côté des éditeurs, évidemment, avec un travail approfondi sur les conditions économiques de production de ces bandes annonces, au moins en France, et un travail approfondi à mener sur comment dire, les stratégies des éditeurs. Parce que je disais tout à l'heure, en faisant référence aux bandes annonces cinématographiques, c'est normalement un objet éphémère. Elles sont éphémères quand il y a une adaptation cinématographique ou télévisuelle. Par exemple, j'ai eu les plus grandes peines du monde à retrouver les bandes annonces, enfin, les grandes peines du monde, j'exagère, mais pour Hunger Games, ce n'était pas évident parce qu'en fait, les bandes annonces du livre sont écrasées sous la masse des bandes annonces cinématographiques, mais aussi sous la masse des bandes annonces amateurs. Pour certains ouvrages, je ne les ai d'ailleurs pas retrouvés. Mais ce côté éphémère est quand même relatif, du coup. Il est à moduler du côté des éditeurs. Et puis, du côté des amateurs, il me semble qu'il y a un travail à faire en interrogeant justement ceux qui en produisent, les jeunes gens qui font ces bandes annonces, pour voir comment elles relèvent d'une pratique participative exactement. Parce que je ne l'ai pas évoqué, mais certaines bandes annonces amateurs citent d'autres bandes annonces amateurs. Et donc on a une reprise d'images. Et ça aussi, c'est intéressant. Et ça mériterait d'être creusé pour savoir comment elles circulent, comment elles sont partagées sur Internet. En tout cas, on a avec la bande-annonce littéraire un objet qui rapproche complètement le pôle de la production et le pôle de la réception, avec une pratique proche dans les deux cas, et des enjeux bien sûr différents. Différents parce que il y a un enjeu économique fort d'un côté et pas d'enjeu économique de l'autre, mais peut-être une même visée qui est de faire lire. Je vous remercie. Merci.